Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Karine Gravel de Myélome Canada et en fait, je suis gestionnaire pour tout le programme éducatif pour les patients en myélome. Et aujourd'hui, on a la chance, dans le fond, de recevoir Valérie Sturock, qui est technologiste médicale. Et puis, nous allons présenter, dans le fond, aujourd'hui, les héros dans l'ombre des hôpitaux, les technologistes médicaux. Donc, souvent, on va entendre tout ce qui est bilan sanguin en myélome et tout ça, mais vraiment aujourd'hui, on s'en va découvrir un peu plus en profondeur le rôle des technologistes, tout ce qui est fait, dans le fond, en arrière-scène par rapport aux tests sanguins qui sont faits pour votre bilan en myélome multiple. Donc, bienvenue Valérie. Avant qu'on puisse commencer le webinaire d'aujourd'hui, je vais juste, attendez-moi une petite seconde, je vais juste partager mon écran pour vous donner quelques directives par rapport au webinaire d'aujourd'hui et où trouver l'enregistrement. Alors, je vous ai présenté notre invité d'aujourd'hui pour le sujet. Alors, j'aimerais juste prendre un petit moment pour remercier tous nos partenaires, sans quoi ce ne serait pas possible d'offrir du matériel éducatif pour nos patients en myélome. Donc, merci beaucoup à nos partenaires. Aujourd'hui, vous voyez, dans le fond, on est deux présentateurs. C'est pas possible pour vous à la maison d'interagir avec nous. Donc, prenez le temps sur votre appareil de localiser la barre de menu. Si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, il est possible que vous avez à juste basculer sur le côté pour vous rendre à la barre de menu. Donc, prenez le temps de localiser cette barre-là sur votre appareil parce que c'est la façon où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions. On va garder les questions pour la toute fin. Par contre, tout au long de la présentation, je vous encourage à aller noter dans le Q&R pour questions et réponses ou Q&A en anglais, dépendamment la langue de votre appareil. Donc, on va aller, dans le fond, enregistrer vos questions tout au long de la présentation. Puis à la fin, ça va me faire plaisir de les adresser à Valérie. Alors, une fois que l'enregistrement sera terminé, ce sera disponible sur la chaîne YouTube de Myélome Canada. Pour y accéder, vous pouvez aller à myélome.ca, notre site web, et quand vous allez dans la bibliothèque de ressources, si vous défilez, vous allez voir toutes nos belles ressources, nos infoguides, nos infofeuillets sur divers sujets sur le myélome. Et puis, lorsque vous allez un peu plus bas, vous allez voir, il y a un bouton pour accéder à notre chaîne YouTube. Ça va vous amener directement à la chaîne. Vous pouvez aller tout simplement sur la chaîne YouTube et faire une recherche pour Myélome Canada. Vous allez arriver au même endroit où est-ce que la petite fleur rouge, vous êtes au bon endroit. Et puis, dans le fond, vous allez pouvoir voir tous les webinaires qui ont été enregistrés par le passé. Il y a des infos vidéo, des témoignages patients. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. Vous pouvez faire même une recherche là, par mots-clés pour trouver des sujets sur lesquels vous voulez plus d'informations. Vous cliquez sur s'abonner, ça va vous permettre d'être notifié par courriel chaque fois qu'on rajoute du matériel. Un petit rappel pendant qu'on est ici, je sais que pour les gens qui se joignent régulièrement à nos webinaires, ça devient un petit peu redondant, mais je pense que c'est important. Donc, sur le site web de Myélome Canada, vous allez voir un petit logo MC Lounge. Si vous ne connaissez pas ça, en fait, c'est un peu l'équivalent du Facebook, mais vraiment une communauté privée pour les patients et les proches aidants en myélome. Ça vous permet de partager avec d'autres qui vivent la même chose que vous, avoir accès à beaucoup d'informations. Vous pouvez vous enregistrer à partir de là. L'autre petite icône un peu plus vers la gauche, MC Assistance, c'est une ligne d'information qu'on vient de lancer cette année qui permet, dans le fond, autant aux patients qu'aux proches aidants, d'avoir accès à de l'information. Vous pouvez faire une demande en ligne et puis il y a un spécialiste de l'information en myélome qui va vous rappeler ou ça peut être aussi par courriel. Et puis, vous pouvez vous poser vos questions, que ce soit sur le myélome, les traitements, les effets secondaires ou même les ressources en cancer qu'il y a dans votre région. C'est vraiment localisé.
Et puis, si vous voulez simplement partager parce que vous venez d'avoir votre diagnostic ou vous avez une rechute, c'est un moment difficile pour vous. Donc, ça vous permet d'avoir quelqu'un au téléphone. Puis, on a aussi un service de soutien par les pairs. Donc, vous êtes bien accompagné de ce côté-là avec Miel Canada. Beaucoup de ressources pour vous. Et finalement, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire à l'infolettre. Lorsque vous vous joignez, dans le fond, au site de Miel Canada, vous devriez, pour la première fois, avoir un petit pop-up pour vous inscrire à l'infolette. Et puis, de cette façon-là, une fois par mois, vous allez recevoir un courriel avec notre infolette et toutes les avancées en recherche, les événements, tout ce qui se passe avec Miel Canada. C'est bien comme ça. Je vais départager mon écran. Arrêter le partage, voilà. Je te laisse la parole, Valérie. Parfait, merci beaucoup. Dans le fond, je partage mon écran à l'instant. Tout d'abord, merci beaucoup, Karine, de l'invitation, de me laisser venir parler un peu de ma réalité et dans le fond, mon monde de technologiste médical. Euh, Dans le fond, merci beaucoup parce que justement, la première chose que les gens disent quand je dis je travaille dans un laboratoire, ils me demandent ah, tu travailles en pharmacie. Donc, je vois que c'est encore un métier qui est encore méconnu de la population. Donc, je suis vraiment contente de venir parler de vous avec vous de ça aujourd'hui. Donc, moi, c'est Valérie Sturock. Je suis membre de l'OPTMQ. Dans le fond, on a un ordre professionnel, l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. Rapidement, un petit peu sur moi. Dans le fond, pour être technologiste médical, il faut avoir un diplôme en technique d'analyse biomédicale. C'était avant technique TLM, technique de laboratoire médical. Maintenant, c'est TAB. Moi, j'ai gradué en 2007 et j'ai fait au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une technique qui se donne sur 3 ans. Après avoir gradué, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital Charlemagne. J'ai travaillé dans les départements de microbiologie, pathologie. Dans les prochaines diapositives, je vais vous parler un petit peu des départements aussi qu'il y a dans les laboratoires. J'ai travaillé après ça 10 ans à l'hôpital Pierre-Legardeur dans tous les départements dans ma carrière pour terminer comme coordonnatrice technique en hématologie, banque de sang et coagulation. Dans le fond, puis aussi là, maintenant, je suis rendue dans le domaine privé. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai migré vers le privé pour aller comme spécialiste applicatif pour une compagnie qui se spécialise dans les analyses, le dépistage, le suivi du myélome. D'où pourquoi que maintenant, j'ai connu Myélome Canada et j'ai voulu venir vous partager mon expérience aujourd'hui côté technologiste médical. Donc, justement, les laboratoires au Québec, comment ça fonctionne? Dans le fond, les laboratoires au Québec, il y a plusieurs professionnels de la santé qui sont impliqués dans les laboratoires. Puis là, c'est ça, je précise, je parle du Québec parce que c'est la province que je connais. Je sais qu'il y a d'autres Français à travers le Canada, mais c'est vraiment la province que je parle de mon expérience. Puis non plus, je ne rentre pas dans les départements, les laboratoires privés non plus. Il y en a, tu sais, il y en a Biron et ainsi de suite. Donc, je vais plus vous parler vraiment des laboratoires qui se trouvent dans les hôpitaux qu'on a. Euh, Dans le fond, à toutes les fois, les technologistes médicaux sont formés dans tous ces départements-là. Dans le fond, on se trouve à trouver la pathologie. La pathologie, là-dedans, qu'est-ce qu'on va voir? Il va y avoir les autopsies qui vont être faites. C'est fait par des technologistes médicaux. Il va y avoir, avec ça, dans le fond, la pathologie, j'aime décrire tout ce qui sort du corps humain par opération, qu'on parle d'amygdale, appendice, peu importe, va être envoyé au laboratoire. Le laboratoire va faire des coupes minces du tissu et ensuite, le tissu va être coloré puis il va être vérifié par les pathologistes. Donc, dans le laboratoire de pathologie, comme professionnel de la santé, il va y avoir bien sûr les technologistes médicaux et les pathologistes. Donc, en cytologie, c'est un peu le même principe, mais la cytologie va être plus la cellule. Donc, ils vont regarder, au lieu de regarder un tissu, ils vont regarder la morphologie cellulaire. On parle au pap test, on parle des pap tests gynécologiques ou quoi que ce soit comme exemple. Et ça aussi, ça va être, il va y avoir des technologistes médicaux et des pathologistes associés. La microbiologie, un autre département, dans le fond, on va regarder les bactéries et les virus et les mycoses. Donc, à ce moment-là, les technologistes, ça va être, exemple, les cultures d'urine, culture de gorge, culture du sang. Puis, ça va être vraiment de regarder quelle est la bactérie à l'intérieur et aussi de vérifier les antibiogrammes. Donc, à quel antibiotique cette bactérie-là va être sensible pour pouvoir vous guérir. Et ça va être assisté aussi avec les microbiologistes.
il va avoir le département de l'hématologie et de l'hémostase. Hémostase veut dire aussi coagulation. Donc, dans le département d'hématologie, c'est là qu'on va justement regarder les cellules sanguines. On va regarder justement ce que vous appelez la FSC, tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. La FSC, en hémostase, ça va être la coagulation. À voir si vous avez le PT, le PTT, et ainsi de suite. Ça, puis la banque de sang aussi va être un peu souvent, c'est relié ensemble. La banque de sang va être reliée aussi avec l'hématologie parce que c'est en lien. On ne veut pas si on a besoin de sang ou de plaquettes, ça va être en lien avec notre nombre de globules rouges, l'anémie ou notre nombre de plaquettes. Donc, ces départements-là sont souvent aussi chapeautés. C'est les technologistes médicaux qui vont commencer le départ et après ça va être vérifié par des hémato-oncologues. Il y a aussi le département de biochimie. Dans le fond, en biochimie, ça va être les analyses style le glucose, les électrolytes, tout plein de choses comme ça qui vont être analysées là, les électrophorèses des protéines. Et ça va être chapeauté avec des biochimistes. Et les technologistes médicaux vont aussi faire des prélèvements. Des fois, ça dépend des sites. Certains sites, c'est vraiment des technologistes médicaux qui font les prélèvements. Dans des CLSC, vous allez pouvoir voir des technologistes qui vont faire des prélèvements. Et il y a aussi d'autres laboratoires que là, je ne parlerai pas là, nécessairement, mais il y a la génétique. Il y a plein d'autres laboratoires plus spécialisés aussi. Ça, c'est vraiment les départements généraux. Puis ici, justement, on voit un peu une image d'un laboratoire avec ses analyseurs. Pour comprendre justement les analyses qu'on va faire pour la détection du myélome, je sais que vous connaissez déjà ça énormément. Je vais vraiment faire un survol très rapide à ce niveau-là. Je vais juste revenir un peu sur le myélome et comment la maladie se développe. Donc, tout commence dans la moelle osseuse. Dans le fond, dans la moelle osseuse, même si là, ça a l'air très dur, il y a quand même une partie très cellulaire de l'os. Et c'est là qui est, dans le fond, la production de toutes nos cellules sanguines. Donc, on le sait, le myélome multiple, c'est un cancer du sang. Donc, c'est sûr que ça va commencer par là, parce que c'est là qu'est la production de toutes nos cellules sanguines. Donc, il va y avoir une cellule souche qui, elle, après ça, va se différencier pour soit faire des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Et même dans les globules blancs, il va y avoir encore plus de différenciation. Il va y avoir 5 types de globules blancs. Donc, on parle des lymphocytes, des monocytes, des neutrophiles, éosinophiles et les basophiles en plus très faible quantité. Nous, ce qui nous intéresse, on va parler maintenant justement des globules blancs et on va parler plus particulièrement des lymphocytes. Donc, les lymphocytes, eux, dans le fond, même dans le corps humain normal, peu importe, même si on n'a pas atteint du myélome, parce que la fonction du lymphocyte est de nous protéger pour faire fabriquer des anticorps contre des virus qui pourraient arriver, peu importe n'importe quoi qui pourrait arriver, qui pourrait être vu comme une attaque à notre corps. Donc, le lymphocyte, chaque lymphocyte est différent. Il y a un antigène ici qui pourrait aller se fixer. Et dans le fond, c'est chaque souche ici qui pourrait être différent, différents virus ou ainsi de suite. Et une fois que l'antigène est fixé, bien, il va comme stimuler la cellule pour la développer en plasmocyte. Et le plasmocyte va fabriquer les anticorps ou les immunoglobulines qui vont être, eux, sécrétés dans notre circulation sanguine, donc dans la partie liquide du sang. Et justement, on représente souvent les immunoglobulines avec un petit Y comme ça. Justement, les immunoglobulines, dans le fond, la façon qu'ils sont composées, sachez que chaque immunoglobuline va faire une chaîne lourde et une chaîne légère. Donc, ça va être 2 chaînes lourdes identiques, comme ici on voit 2 chaînes lourdes identiques, et avec 2 chaînes légères aussi identiques. Chaque plasmocyte va faire une immunoglobuline différente. La grosse différence va être au niveau des épitopes ici supérieurs, que c'est ça ici qui va pouvoir dire que cette immunoglobuline-là va attaquer tel antigène versus une autre immunoglobuline qui va attaquer un autre antigène. Et les plasmocytes, dans le fond, ils vont faire les immunoglobulines complètes, mais ils vont aussi faire des excès, des petites chaînes légères libres en surplus. On parle des fois de même 40 %. Dans les types de chaînes lourdes, on va avoir plusieurs types. Puis ils sont ici en ordre de croissance, c'est-à-dire c'est les IgG. Donc ici, on va avoir des IgG, des IgA ou des IgM, les IgD et les IgE. Donc, ils font 5 types. Donc, on parle d'environ 80 d'IgG, 15 d'IgA et 5 d'IgM.
Puis, dans le fond, c'est 1 ou 2 c'est plus petit que 1 pour les IgD et les IgE. Et justement, côté chaîne légère, il va y avoir seulement deux types. Ça va être soit du kappa ou du lambda. Donc, on pourrait avoir une IgG kappa, une IgG lambda, une IgA kappa, une IgA lambda, et ainsi de suite pour faire un total de 10 possibilités d'immunoglobulines. Donc, justement, quand on parle de maladie, quand on parle du myélome multiple, il fait partie d'une maladie de gammapathie monoclonale. Donc, à ce moment-là, les gammapathies monoclonales, il va y avoir des tests de laboratoire aussi pour les aider à les différencier, que ce soit un MGUS, un myélome indolent ou un myélome multiple. Donc, sachez que tous les myélomes multiples avaient au départ un myélome indolent ou un MGUS. Mais ça ne veut pas dire qu'un MGUS va se développer nécessairement en myélome indolent ou en myélome multiple. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. Et les critères, en fait, je pense que vous les connaissez peut-être un petit peu aussi à force de regarder les webinaires. Dans le fond, si on parle d'un MGUS, c'est que la protéine monoclonale, on va parler des tests tantôt, comment faire ça, mais ils vont mesurer la protéine monoclonale, elle va être plus petite que 30, ou les plasmocytes dans votre moelle osseuse vont être plus petits que 10, mais toujours pas d'atteinte organique. Pour le myélome indolent, ça va être une des trois combinaisons ici qui sont possibles, soit que vous avez plus grand que 30 grammes par litre, votre pic monoclonal serait plus grand que 30 grammes par litre. Vous avez peut-être aussi entre 10 et 60 de plasmocytes dans votre moelle osseuse, ou vous pouvez avoir aussi une protéine monoclonale dans vos urines. Encore une fois, toujours absence de dommages aux organes. Et pour le myélome multiple, il n'y a pas de seuil. En fait, la grosse différence, c'est qu'il va y avoir, oui, une plasmocytose médulaire présente plus grande que 10 et il va y avoir aussi les dommages aux organes. On parle du crabe. Dans le fond, le crabe, c'est tout. Tout est dans la logique aussi, si on va dans les premières diapositives que je vous ai montrées, de où est fabriquée la fameuse immunoglobuline, la gammapathie monoclonale. Donc, si on regarde, c'est fabriqué dans vos os. Donc, vos cellules, ils vont se multiplier, proliférer de façon non normale. Et donc, ça va faire en sorte que votre os va être dégradé. Donc, le pourquoi que vous allez avoir plus de calcium, hypercalcémie. Hyper, c'est sûr que vous comprenez. Calcium, émis veut dire dans le sang. Donc, vous allez avoir un surplus de calcium dans le sang. Aussi, vous allez avoir, étant donné que vous allez avoir beaucoup de protéines, c'est ça que vos reins vont travailler très fort. Donc, c'est pour ça que ça peut causer des insuffisances rénales. L'anémie, c'est un peu le même principe de où ce que les globules rouges sont créés dans votre moelle osseuse. Si votre moelle osseuse est occupée à produire d'autres cellules non nécessaires, ben à ce moment-là, ils ne peuvent pas produire vos globules rouges, donc la raison de l'anémie. Et les lésions osseuses aussi, parce que ça va faire des trous dans vos os. Il y a maintenant des nouveaux critères aussi qui ont été ajoutés, les SLIM. Donc, on peut parler de plasmocytose dans la moelle plus grande que S pour 60. Et on ajoute les ratios de chaîne légère libre. C'est pour ça le CLL pour chaîne légère libre sérique. Donc, on va parler d'un ratio s'il est plus grand que 100. Et aussi, s'il y a plus grand qu'une lésion focale sur l'IRM, à ce moment-là, on pourra parler aussi que c'est un myélome multiple. Donc, justement, les tests de laboratoire pour faire le diagnostic, dans le fond, ça, c'est les tests qui vont avoir été. Fait qu'on va faire une formule sanguine complète, plus le frottis en hématologie. On va regarder le sodium, potassium, le chlore. On va regarder le calcium. On a parlé de la calcémie. On va regarder l'albumine. Ça fait partie de vos protéines totales. C'est important de le regarder. La LDH, la créatinine, l'urée, protéines totales, on va regarder vos protéines totales, les immunoglobulines. Justement, on avait dit qu'il y avait des IgG, des IgA, des IgM. On va aller les quantifier, ces immunoglobulines-là aussi. On va aller regarder vos chaînes légères libres sériques. Comme on a vu, le plasmocyte, il produit aussi des chaînes légères libres, non seulement juste des immunoglobulines complètes. On va aller faire une électrophorèse des protéines et une immunofixation. Dans le fond, si l'électrophorèse des protéines sériques est positive, on va déclencher une immunofixation pour pouvoir voir le type. Et aussi, on va faire le bêta-2 microglobuline. Ça, c'est pour aider dans le prognostic.
Il y a aussi des analyses urinaires. Au diagnostic, on va dire qu'on va parler idéalement plus des urines qui est sur des collectes de 24 heures et on va justement calculer la protéine totale de vos urines. C'est un peu pour voir votre fonction rénale, étant donné que ça fait partie du crabe, la fonction rénale. Donc, on va regarder vos protéines totales, on va regarder la créatinine, votre rapport créatinine, protéine-créatinine, et aussi, on va faire une électrophorèse des protéines urinaires aussi, puis l'immunofixie si nécessaire. Donc, ça, c'est tout pour le dépistage. Maintenant, on va aller dans le dépistage aussi, on va ajouter la biopsie de moelle osseuse. Je l'ai mis comme de côté parce qu'elle fait partie, oui, du dépistage, mais aussi pour le suivi quand on est rendu la MRD. On va aussi parler de la cytométrie de flux aussi, que ça va être fait aussi, ou la génétique. Donc, pour le suivi du myélome, il y a encore beaucoup de tests qui se répètent. Donc, c'est pour ça que vous avez plusieurs fois les mêmes analyses qui reviennent. Et on va voir justement l'évolution de ces tests-là et la modification de ces tests-là. Donc, encore une fois, la formule sanguine complète, les électrolytes, ça, c'est de base aussi. Souvent, tu vas aller à l'urgence pour X raisons, même pas le myélome multiple, ils vont faire les électrolytes. Calcium, albumine, LDH, créatinine, urine, encore les protéines totales, les immunoglobulines, chaîne légère libre et l'électrophorèse des protéines sériques. Comme vous voyez, on ne parlera plus d'immunofixation, par contre, ni de bêta-2 microglobulines, parce que ça a déjà été fait. Et en fait, c'est pour aider, celle-là ici, c'est pour aider avec le pronostic. Et ça aussi, en fait, vous allez voir plus tard, je vais expliquer un peu c'est quoi. C'est pour aider à savoir quel type, que ce soit l'IgG, l'IgA, l'IgM, kappa lambda. Et dans les urines aussi, c'est les mêmes suivis qu'on va faire. Maintenant, comment qu'on arrive à avoir ces tests-là? Qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, le préanalytique, super important, le prélèvement. Donc, le prélèvement, vous avez sûrement déjà remarqué que vous avez plusieurs tubes. Ça, c'est plusieurs tubes possibles. Il y en a encore d'autres. Je ne les ai pas tous mis. Mais vous avez sûrement remarqué que vous avez plusieurs couleurs de bouchons de tubes. Et sachez que chaque bouchon a une signification. Ce n'est pas juste pour être beau. Ce n'est pas juste pour être facilement répertorié. Ça l'aide, mais ce n'est pas seulement ça. En fait, chacun des tubes euh, contient quelque chose à l'intérieur pour nous aider à faire l'analyse désirée. C'est-à-dire, ça ici, c'est une bouteille d'hémoculture, donc c'est pour vérifier si on a des bactéries dans le sang. Ça, c'est pour la coagulation. Donc, si on fait le prélèvement, c'est pour ça qu'il est dans les premiers tubes à être prélevé. On ne veut pas que la coagulation commence. On veut vraiment voir les facteurs de coagulation dès le départ. Et ensuite, les tubes que vous êtes probablement habitués de voir, ça va être le tube gel ici qu'on appelle, ou le tube lavande, ou le tube rose aussi. Dans le fond, ça ici, c'est sachez que ceux-là ici, ça va être des tubes avec aucun additif dedans ou juste un petit gel. Ça va faire en sorte que votre sang va coaguler à l'intérieur du tube, tandis que les autres tubes vers la fin ici, c'est des tubes qui ont des anticoagulants à l'intérieur et qui vont empêcher le caillot cellulaire de se faire pour qu'on puisse regarder votre sang total qu'on appelle, souvent c'est ce qu'on veut regarder, le sang total pour, surtout au niveau de la FSC, pour aller voir vos cellules dans votre formule sanguine complète, vos globules rouges, vos globules blancs et ainsi de suite. Donc, on ne voudra pas de caillot. Parce qu'on veut vraiment aller visualiser une partie liquide. On veut aller voir le liquide dans le sang. Vous avez aussi sûrement réalisé que vous avez plusieurs fois le même prélèvement de fait. Vous avez, exemple, 2 tubes gel, 2 tubes lavande ou peu importe. Il y a une raison pour ça au laboratoire, en fait. C'est pour aider les technologistes médicaux à être beaucoup plus efficaces dans leur travail. C'est-à-dire que 2 tubes, même s'ils ont la même fonction, exemple le tube gel, c'est qu'il y en a un qui pourrait aller en biochimie dans un département et l'autre va aller en biochimie spécialisée dans un autre département. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs tubes aussi d'être faits, qui sont faits. S'il faisait un seul tube, c'est qu'il faudrait décanter manuellement et on perdrait énormément de temps. Puis aussi, il ne faut pas oublier les risques d'erreur de laboratoire aussi quand on fait une décantation. Il y a plus de risques d'erreur aussi à ce moment-là. Fait que c'est vraiment mieux d'avoir chaque département a son spécimen. C'est sûr qu'on s'arrange si on ne l'a pas, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir chacun ces choses. Puis on s'assure aussi d'avoir la quantité nécessaire à chacun. Et puis l'ordre des tubes a vraiment une importance, comme je mentionnais aussi, parce que si je prends par exemple le tube lavande qui est ici, qui est prélevé souvent dans votre cas, étant donné que c'est pour la FSC, à ce moment-là, ce tube-là, il est rempli de dans le fond, au pourtour du tube, on ne le voit pas, parce que c'est comme un fume, désolé l'anglicisme, autour du tube. Puis c'est qu'il y a du EDTA, puis du potassium. Donc, si par exemple,
par mauvaise fonction, par mauvaise pratique. Exemple, ce tube-là ici, on a eu de la difficulté à le prélever, il n'y en avait pas assez. On se dit, ah, lui il est plein, je vais en remettre dedans. Il ne faut pas faire ça parce que ça va vraiment fausser vos résultats ici de ce tube-là qui va pouvoir augmenter vos valeurs de potassium et diminuer vos valeurs de calcium parce que la façon que ce tube-là fonctionne, il va chélater le calcium qu'on dit pour empêcher justement la coagulation de se faire. Une fois qu'on a reçu les tubes au laboratoire, dans le fond, après ça, il y a des codes barres, on reçoit ça au laboratoire. Au laboratoire, dépendamment des analyses qu'on veut faire, des fois, on va avoir besoin de centrifuger le sang ou non. Fait que dans le fond, ce qu'on fait ici, on voit un exemple d'un tube qui a été centrifugé. On voit vraiment la partie cellulaire du sang qui se trouve dans le bas. Donc ici, on va trouver vos globules rouges. On ne le voit pas très bien sur l'image ici, mais il va y avoir des fois un petit buffy coat qu'on appelle, une petite couche blanche qui va avoir vos globules blancs et vos plaquettes. Et la partie supérieure ici va être la partie liquide du sang. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche, on va avoir besoin de cette partie liquide-là du sang, souvent pour les analyses de biochimie, par exemple, tandis que pour les analyses d'hématologie, on va avoir vraiment besoin de la partie cellulaire aussi, donc le complet de la partie liquide et de la partie cellulaire. Dans le fond, une centrifugation, c'est quoi? C'est que ça tourne dans des instruments comme ça tellement vite que par gravité et par poids moléculaire, ça va aller se séparer. On va parler maintenant justement des analyseurs de biochimie. On va commencer par ceux-là. Dans le fond, toutes ces analyses-là qu'on a mentionnées tantôt ici sont faites en biochimie la plupart du temps. Donc, dans le fond, c'est la biochimie générale, je dirais aussi. Là, il y a certains labos qu'il y a d'autres tests aussi, mais ça, c'est des fois la biochimie générale. Donc, la plupart des instruments de biochimie, c'est bien simple. C'est-à-dire qu'on va mettre une source lumineuse, on va mettre notre échantillon dans une cupule avec certains réactifs. Les réactifs vont interagir ensemble, vont soit changer la couleur, soit changer la densité, ou ainsi de suite. Et on va mettre dans le fond, il y a une source lumineuse et un détecteur qui va passer à travers. Et c'est cette variation-là qui est captée par le détecteur qui va donner un résultat final, que ce soit en grammes par litre ou que ce soit, il va donner une concentration en fait. Il y a une autre façon aussi, le détecteur, il pourrait être juste placé directement ou il pourrait être placé en angle. À ce moment-là, l'angle, la raison de l'angle, c'est qu'exemple ici, ça va être les dans le fond, ça, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon réactif de biochimie. J'ajoute votre sérum qui va contenir des antigènes, ce qu'on va nommer des antigènes, et ça va faire des complexes. Et ces complexes-là, étant donné que les particules vont être plus grosses, ils vont réfracter la lumière. Et c'est cette réfraction-là qu'on veut voir. Justement, si on pourrait comprendre que si justement c'est très faiblement concentré, la lumière va facilement passer à travers, tandis que si c'est plus fortement concentré, bien justement, c'est ça qu'on veut aller mesurer. Donc, le détecteur va être juste placé différemment. Donc, dépendamment de l'analyte qu'on veut mesurer, ça va être différentes façons de mesurer en biochimie. Comment justement transférer ces signaux-là en valeur? Dans le fond, moi, je vous dis, on fait juste un signal. Les instruments de biochimie ont souvent des courbes de calibration la plupart du temps. Ce n'est pas tous, mais la plupart du temps, puis ça peut être 1 point ou 2 points de calibration. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en biochimie avant toute analyse? On va justement passer nos calibrateurs. Et nos calibrateurs, ils ont une valeur connue, sont achetés commercialement, ils ont une valeur connue. Exemple, la valeur est de 1 ou de 2, 3, 4, blablabla. Donc, justement, on a une valeur connue. Ensuite de ça, on va passer, on entre nos calibrateurs dans l'instrument. L'instrument, lui, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement le 1 pile qui va mesurer. Il va peut-être mesurer 1 point, il va peut-être mesurer 1,1, 1,5. Donc, à ce moment-là, lui, son 1,5, il dit, bien, sur ma courbe, c'est supposé d'équivaloir à 1. Donc, c'est pour ça que ça va faire une belle courbe et on va toujours avoir, même si l'instrument ne mesure pas exactement la même valeur, il va avoir une valeur calibrée. La raison pourquoi on veut calibrer aussi, c'est que peu importe au Québec où ce que vous iriez faire vos analyses, vous allez toujours avoir une même valeur. C'est pour standardiser, dans le fond, les valeurs. Donc, ça va être à ça que ça va servir une courbe de calibration pour transférer ce qui a été mesuré par le détecteur en valeur calibrée selon la courbe. La courbe peut être droite, peut être exponentielle, ça dépend vraiment des analyses. Donc, ça, c'est le travail du technologiste de faire ces calibrations-là.
Et ensuite, avant n'importe quelle, les calibrations ne sont pas obligées d'être faites tous les jours, ça dépend des analytes et ainsi de suite. Mais justement, après les contrôles, ce qu'on va faire, après les calibrateurs, ce qu'on va faire, on va passer des contrôles. Donc, ça, encore une fois, c'est des valeurs connues. Donc, à ce moment-là, on va passer souvent un ou deux nouveaux niveaux de contrôle. Dépendamment des tests, on peut les faire une ou deux fois par jour aussi, ou à tous les quarts de travail, parce qu'on sait les laboratoires, ça ne dort jamais. Donc, ça peut être à tous les quarts de travail. Et après ça, justement, les résultats de ces valeurs-là. Donc, comment ça fonctionne, un contrôle? On a une moyenne. On s'attend à avoir telle valeur, mais c'est normal. L'instrument n'est pas parfait. Ça peut fluctuer un peu plus ou moins en haut et en bas de la moyenne. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que nous, en tant que technologistes, il faut regarder ces valeurs-là de contrôle. Puis si justement, c'est trop des grands écarts, comme on voit dans l'exemple ici, à ce moment-là, il faut regarder si on a une intervention à faire. Est-ce que mon appareil est défectueux ou non? Est-ce que j'ai un entretien? Est-ce que j'ai quelque chose, un pipetage qui a été mal fait par mon instrument? Et ça, pour votre information personnelle, on appelle ça des graphiques comme ça, les graphiques Levy-Jennings. On travaille avec ça beaucoup au laboratoire. Et quand tout est beau, les analyses sont faites sur l'instrument. Aussi, il y a tous les instruments, ce n'est pas seulement la biochimie, je l'ai mis dans la biochimie, là, mais c'est pas c'est tous les instruments aussi. Souvent, il y a des contrôles et ainsi de suite. Ça fait partie de notre travail. Et il y a aussi les maintenances qu'il faut faire. Il y a des maintenances hebdomadaires, il y a des maintenances mensuelles, il y a des maintenances quotidiennes. Donc, des fois, juste nettoyer les petits pipeteurs qu'on voit ici avec de l'alcool, nettoyer son banc de travail et ainsi de suite. Donc, il y a des maintenances aussi qu'on pourrait faire sur les instruments. Donc maintenant, je vais y aller plus maintenant avec les analyses d'hématologie. Donc, quand on parle de formule sanguine complète ou FSC, qu'est-ce que c'est la FSC? Bien, ça va justement regarder votre nombre de globules blancs. Le nombre, tout ça fait partie de la même analyse et je ne les ai pas tous mis. Donc, le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges, votre hémoglobine, l'hématocrite, le VGM qui correspond dans le fond à la grosseur du globule rouge, le CGMH qui correspond à la teneur d'hémoglobine à l'intérieur du globule rouge. Il va regarder aussi le nombre des plaquettes, le VPM qui est l'équivalent à la grosseur de plaquettes, et j'en passe. Comment l'instrument fait ça, c'est vraiment intéressant. On appelle ça la cytométrie de flux. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le fond, l'instrument va s'arranger pour essayer de faire passer chaque cellule une à une à travers une source lumineuse. C'est vraiment super important dans le laboratoire de les sources lumineuses et ainsi de suite. Et chaque cellule va être observée et va être mesurée selon sa grosseur. Si elle a un noyau, dans le fond, dans ceux-là ici, ça va être quand on parle des globules blancs, ils ont des noyaux. Les globules rouges n'ont pas de noyau. Mais justement, ici, on va parler par exemple de ceux qui ont des noyaux. Ils vont regarder la complexité du noyau, la grosseur de la cellule et ainsi de suite pour nous mettre ça dans un graphique et ils vont les compter. Donc, à ce moment-là, oui, il compte les globules blancs, mais il compte aussi les globules blancs des 5 types et il va nous donner un différentiel, dans le fond, avec tout ça. Pour ce qui est de l'hémoglobine, il va liser les globules rouges pour aller voir combien d'hémoglobine ils ont à l'intérieur. Donc, il va se faire un calcul comme ça aussi, un peu comme dans le principe de biochimie et ainsi de suite. Quand les résultats d'hématologie ne sont pas normaux, dans le fond, l'instrument nous envoie un alarme, on le voit. Donc, c'est à nous, après ça, de regarder en tant que technologiste le résultat, à voir s'il faut déclencher une lame ou non. Les facteurs de déclenchement vont être différents vraiment d'un hôpital à un autre. Ça peut être euh, oui, ça peut être aussi dépendamment, vous avez déjà été vu pour ce problème, ça se peut qu'on ne le refasse pas, et ainsi de suite. Mais justement, on va faire une lame, on va la colorer. Donc ici, on voit en bas un peu comment on fait la lame. On fait une goutte de sang. Ensuite, on recule cette lame-là pour la faire glisser par la suite. Et ça fait comme une plume au bout. Et ensuite, c'est ça qu'on va colorer. Et on va trouver une belle zone pour faire notre lecture et on va lire ici, comme on voit ici, c'est toutes des globules rouges et on voit quelques globules blancs ici. Donc, on voit des neutrophiles et probablement ici, c'est très petit, mais un lymphocyte. Et ici, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, on voit aussi des morphologies de globules rouges. Comme vous voyez, il y a une différence ici. Les globules rouges veulent plus se tenir ensemble. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand nos patients ils ont une élévation de protéines. Ça peut être une élévation de protéines pour plusieurs raisons. Une infection, euh, puis aussi, justement, comme vous le savez, le myélome, dans le fond, vos immunoglobulines, qui sont des protéines. Fait qu'on va pouvoir voir à ce moment-là ce qu'on appelle des rouleaux. Les rouleaux, c'est quoi dans le fond? C'est que chaque globule rouge, habituellement, est chargé négativement, puis il se repousse.
un contre l'autre. Mais là, étant donné qu'il y a trop de protéines dans la partie liquide, parce qu'il ne faut pas oublier que la partie liquide est quand même toujours présente dans votre sang, dans le fond, fait qu'à ce moment-là, étant donné qu'il y a toujours la partie liquide qui est là, la protéine va comme un peu aller enrober le globule rouge et va faire en sorte qu'ils vont moins vouloir se repousser et ça va faire un peu des rouleaux, comme si c'est des rouleaux de sous noirs qu'on empile un par-dessus l'autre. Ce n'est pas tous les patients atteints de myélome qui vont avoir ça. Ça prend vraiment une bonne concentration de protéines pour en venir à avoir des rouleaux. On a aussi les lames d'hématologie pour les moelles osseuses. Donc, pour les moelles osseuses, j'en ai fait moi-même des biopsies de moelle osseuse, assister les hémato-oncologistes là-dedans. Ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on les assiste pour garder le champ stérile et tout ça. Et le premier tube qu'ils vont nous envoyer, la première seringue qu'ils vont nous donner, c'est dans le fond, il va falloir faire des lames, un peu comme on a vu avec le sang total, mais il va falloir le faire avec la moelle. Dans le fond, c'est au chevet du patient, ben, au chevet quand on va faire le chose. Puis après avoir tout glissé les lames, on va transvider l'excédent dans un tube qui, lui, a de l'anticoagulant dedans pour faire les cytométries de flux ou autres tests de génétique ou autres qu'on va faire. Sachez que c'est pas facile de faire des biopsies de moelle en tant que technologiste parce que justement, c'est très cellulaire. Le prélèvement aussi peut être différent dépendamment de la maladie, du développement de la maladie. Donc, s'assurer l'angle qu'on va mettre afin de glisser les cellules va être vraiment important. Ça prend quand même un doigté assez impressionnant. Ensuite de ça, les lames vont être colorées. On va les laisser aux hémato-oncologistes pour révision. Ça va être. Il y a peut-être certains centres que c'est des technologistes. Moi, où ce que j'ai travaillé, on les laissait aux pathologistes. Donc, on voit ici une moelle normale et on voit ici des cellules plus atypiques qu'on voit vraiment quand il y a le contour comme ça, il est bleuté foncé. Là, c'est vraiment des cellules qui sont les plasmocytes, dans le fond. Aussi, ce qui est fait comme lame lors de la biopsie de moelle osseuse, on va aussi, dans le fond, fait qu'il y a la première partie qui est la seringue avec la partie cellulaire et il va y avoir aussi ce qu'on appelle la carotte qui va être prise. Et elle, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? On va la mettre entre deux lames et on va la faire glisser pour faire comme une empreinte. Et ça aussi, ça va être coloré pour être vu par les pathologistes, hémato-onco aussi. Et ensuite, après avoir fait ça, on va mettre la biopsie de la moelle osseuse dans du tissu fixe pour figer les cellules pour éventuellement, dans le laboratoire de pathologie, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enrober cette, il y a un gros processus de circulation à faire, mais ils vont enrober la partie en paraffine pour qu'on puisse couper des coupes très, très minces. Et ensuite, on va faire des colorations, puis on peut faire des colorations spéciales aussi pour eux. Donc, on voit que c'est un peu différent comme couleur. Ça, c'est la coloration OHNI qu'on appelle. Et après, on peut aussi faire des colorations en immunohistochimie. Dans le fond, ça peut, ici, c'est le kappa, ici, c'est le lambda, par exemple. Donc, on pourrait voir aussi à ce moment-là des choses différentes avec dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche. L'autre test qui va être fait, ça va être l'électrophorèse des protéines sériques et urinaires. Dans le fond, l'électrophorèse des protéines, souvent, c'est fait dans un autre département de biochimie qui est plus spécialisé. Sachez que dépendamment des laboratoires aussi, à toutes les fois qu'on va plus dans le spécialisé veut dire aussi peut-être pas fait à tous les jours, peut-être envoyé dans un autre centre, dépendamment d'où ce que vous êtes pour votre prélèvement. Ce n'est pas tous les centres qui font ces tests-là. Exemple, la génétique, les cytométries de flux, pour les biopsies de moelle, c'est la même chose. Donc, dans l'électrophorèse des protéines, si on regarde ici un contrôle, je vais regarder l'image du bas. Si on regarde qu'est-ce qu'on voit habituellement, on va voir 5 fractions ou 6 dépendamment. Donc, on voit l'albumine qui est toujours la majeure protéine qu'on a dans notre sang. On a tout le groupe des alpha-1 globulines, les alpha-2 globulines aussi, les bêta-globulines et à la fin ici, on va voir les immunoglobulines. Donc, un patient normal, comme on mentionnait, les plasmocytes fabriquent aussi des immunoglobulines pour tout le monde et chaque petit bout est légèrement différent. Donc, étant donné que chaque petit bout est légèrement différent, ça va vraiment faire qu'est-ce qu'on appelle un aspect ici polyclonal. On voit que c'est diffus, on voit que c'est vraiment, c'est pas tous concentrés sur une même bande.
Contrairement à ici, si on regarde, dans le fond, si le plasmocyte fabrique toujours la même immunoglobuline, ça vient d'un clone, d'où le pourquoi qu'on parle de protéines monoclonales, immunoglobuline monoclonale. Et lui, il va toujours avoir la même petit bout, la même épitope qu'on pourrait dire au bout de l'immunoglobuline. Donc, à ce moment-là, puis aussi le corps humain est occupé à faire ça, il n'en fait pas d'autres. Donc, d'où pourquoi des fois, on ne voit pas beaucoup non plus d'immunoglobuline polyclonale derrière. Euh, et ça va faire une bande. Donc ici, ce serait un qui est positif versus si on regarde les autres, semble correct. Côté fond polyclonal. J'aime bien ajouter ça ici parce que je sais que c'est maintenant beaucoup plus d'actualité que ce l'était avant. J'arrive de la banque de sang, donc j'en parle pas vraiment de la banque de sang mais je peux répondre à des questions si vous avez des questions. Le daratumumab, dans le fond, c'est aussi une immunoglobuline. Donc, c'est un médicament qu'on utilise maintenant de première ligne. Donc, lui, c'est aussi une IgG kappa. C'est une immunoglobuline de type IgG kappa. Et elle aussi, étant donné qu'elle a été fabriquée, elle est tout le temps pareille. Donc, c'est pour ça qu'elle aussi, elle va avoir un aspect de bande. Et donc, d'où pourquoi nous, ça peut des fois paraître comme un résultat positif, alors qu'on le sait que c'est juste le médicament finalement qui est positif là. On le fait aussi sur les urines, l'électrophorèse des protéines. Donc, on voit ici quelques résultats d'urine. Habituellement, votre urine, il n'y a pas beaucoup de... ça devrait être quasiment même des fois même moins que ça. L'albumine, même chose, c'est elle qui va être la majeure partie, mais il ne devrait pas en avoir tant de protéines dans vos urines parce que les reins vont filtrer avec... Il y a deux parties du rein, le glomérule et le tubulaire. Le glomérulaire va filtrer la grosse immunoglobuline et votre tubulaire va aller filtrer, dans le fond, les chaînes légères libres sériques qui pourraient se trouver en circulation pour les refractionner en acides aminés pour refaire des nouvelles protéines par la suite. Donc, ce qu'on veut faire, nous, en biochimie après, étant donné qu'on veut voir quand même un suivi de votre... Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut quantifier cette protéine-là monoclonale. Donc, le gel va être lu dans une densitomètre. Donc, comme ici, on voit, c'est un peu une image qu'on voit ici. Et donc, il fait une proportion. Donc, il dit, OK, ben ça ici, c'est 100% au complet. Ben, j'ai 59% ici qui va être de l'albumine. L'alpha 1 représente 2,3% et ainsi de suite. Et ensuite, avec des outils, on peut aller quantifier le pic pour voir justement la zone des gamma-globulines mesure tant, mais dans cette zone, j'ai mon pic monoclonal qui mesure, dans ce cas-ci, 6, je pense que c'est un 6 que je vois là. Désolé, les chiffres ne sont pas parfaits. Donc, on peut quantifier le pic monoclonal. Donc, ça va être au dépistage qu'on va vraiment faire ça. On va aller le quantifier. On a vu que c'était positif, on quantifie. Et ensuite, on veut savoir c'est quoi. Donc, d'où l'immunofixation. L'immunofixation, on va justement, c'est comme si c'était le gel ici. Fait qu'on va refaire, mais avec un autre gel différent, que là, dans le fond, ici, c'est juste pour nous donner l'idée, il est où? C'est le sérum de base. Et on va mettre des antisérums. Donc, lui, ici, il y a un anti-IgG, un anti-IgA, un anti-IgM, un anti-kappa, un anti-lambda. Donc, à ce moment-là, ici, mon immunoglobuline qui est positive, on voit qu'elle est positive à l'IgG et au kappa. Donc, à ce moment-là, ici, c'est faible. Qu'est-ce qu'on voit? C'est du fond polyclonal. Ce n'est pas l'immunoglobuline. Donc, ici, on va voir que le patient est positif avec une immunoglobuline de type IgG kappa. On peut le faire aussi sur les urines, même chose. Donc, ici, on va voir, dans le fond, ici, on voit que le patient, même, il y en avait deux. Il y en avait une très faible qu'on ne voyait même pas ici, mais il va avoir une IgG kappa. Puis, il y a quelque chose aussi ici qu'on va présumer que c'est une chaîne légère libre de type kappa qui va être, que dans le fond, on la voit aussi dans les urines et on peut la confirmer sur le gel. Justement, en parlant des chaînes légères libres, c'est quoi les chaînes légères libres? Dans le fond, c'est les immunoglobulines que, dans le fond, on voit que, comme je disais, le plasmocyte en fait d'excédent, fait qu'il fait sa chaîne lourde et sa chaîne légère, et il va faire un excédent de chaînes légères libres. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement aller quantifier ça. Elles sont tout petites, sont beaucoup plus petites comme on peut voir. Et justement, on va faire un ratio comme je mentionnais dans le fond, j'ai mentionné tantôt qu'il y avait 80% des IgG, 15% des IgA, 5% des IgM. Il y a aussi des ratios normaux aussi. Dans le fond, il devrait avoir
80% des IgG, bien, il y a 2 tiers de ceux-là qui sont des kappa, un tiers lambda, et ainsi de suite. Donc, on va aller regarder les ratios pour ça, pour justement nous donner des idées pour nous aider au diagnostic du myélome multiple et aussi les amyloses. Un cas normal, comme je mentionnais, le plasmocyte, il fait quand même sa concentration, il fait quand même ses chaînes légères libres. C'est seulement que justement le ratio va être normal parce que justement la chaîne légère est produite dans le rein et ensuite elle est réabsorbée par les tubulures pour retourner ensuite de ça en acide aminé. Quand on a un cas pathologique, dans le fond, les chaînes légères libres, à ce moment-là, se retrouvent dans le sérum et c'est là qu'on va pouvoir trouver un ratio qui va être anormal. Et justement, aussi, on pourrait en trouver dans les urines, les chaînes légères libres, parce que justement, les tubulures, il n'y a plus assez de récepteurs pour le réabsorber, donc il va finir par tomber dans nos urines, d'où ce qu'on appelle les protéines de Benz-Jones. Une protéine de Benz-Jones, c'est un chaîne légère libre qui a été mis dans les urines, qui est tombé, désolé, dans les urines, qui n'a pas été réabsorbé. Comment qu'on va faire la détection de ça? C'est encore un peu comme les principes de biochimie, comme je mentionnais. Donc, on va mettre des ça va être la réfraction, celui-là. Donc, on va mettre l'antigène. Donc, la compagnie, il y a ça ici dans leur réactif. Quand on met votre sérum qui aurait des chaînes légères libres dedans, s'il y en a, ça va faire des complexes. Et ces complexes-là, dans le fond, ils vont être réfractés par la lumière et le détecteur va pouvoir le mesurer. Donc, on va mesurer et le kappa et le lambda et ensuite, on va faire le calcul pour faire le ratio. Je voulais juste mettre comme un dernier petit résumé de qu'est-ce qu'on a dans le fond comme test de laboratoire. Donc, ça ici, ça va être en hématologie, ça va être, j'ai juste remis la même diapositive juste pour remettre un petit résumé de tout ce qu'on a vu dans le fond pour l'analyse pour le dépistage, le diagnostic, on va aller chercher la formule sanguine, beaucoup les électrophorèses des protéines sériques, aussi les immunoglobulines et tout ça pour nous aider à faire un bon diagnostic. Pour le suivi, étant donné qu'on connaît déjà, on va quand même continuer à les faire tous parce qu'on veut voir la progression, que ce soit la progression, exemple, le calcium ici, ça va être de voir si votre taux de calcium, votre niveau de calcium reste normal et l'hypercalcémie pourrait être contrôlée à ce moment-là. Les protéines totales, même chose. Et l'électrophorèse des protéines, on veut regarder si le pic diminue avec le traitement. Donc, ça va être vraiment des suivis qui vont être faits avec vous pour les patients. Et aussi, dans les suivis, dans le fond, il va y avoir la biopsie de moelle osseuse pour voir le ratio de plasmocytes, la quantité de plasmocytes dans votre moelle. Mais à la fin aussi, pour voir votre réponse au traitement, savoir si vous êtes en réponse complète au traitement et ainsi de suite. Donc, j'ai terminé et je serai prête aux questions, s'il y en a. On est dans les temps, Valérie. C'est excellent. C'est Il nous bon, ça? reste à peu près, je vous dirais, une quinzaine de minutes pour les questions. En attendant, vous pouvez à la maison localiser la barre de menu puis y entrer vos questions. Je peux poser moi-même, sachant là, un petit peu le questionnement qu'on a de notre euh, communauté de patients. Souvent, à Myélome Canada, on reçoit des questions ou durant les sessions d'information, c'est le genre d'échange qu'on peut avoir. Donc, pour avoir un petit peu une idée pour monsieur, madame, tout le monde à la maison. Donc, quand on parle d'électrophorèse des protéines, est-ce que c'est quelque chose, tu penses, Valérie, qui peut être fait sur une base un peu plus régulière ou, tu sais, comme traitement standard? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rentrer plus souvent ou est-ce que c'est, exemple, trop coûteux ou ça prend trop de Ouais. temps à faire? Tu sais, un peu comme exemple les dépistages de mammographie ou quelque chose comme ça, dans le fond, là, ouais, effectivement. Il y a certains pays qui le font. Nous, on ne le fait pas. Puis c'est très rare les pays qui le font aussi. C'est pas un test qui est nécessairement très coûteux, mais c'est un test qui pourrait un peu devenir coûteux à la société, dans mon avis à moi. Effectivement, je trouve ça triste. Je suis 100% d'accord. Il y a beaucoup de dépistage, comme on le mentionnait, ça part du MGUS, myélome indolent. Donc, on pourrait des fois le voir
plus tôt. Là, c'est de faire le pour et le contre un peu avec la société, aussi de voir qu'est-ce que ça coûte, parce qu'aussi, aussitôt que quelque chose est diagnostiqué, donc exemple, on diagnostique un MGUS, c'est ce qu'on voit souvent aussi, il y a 50% des diagnostics, c'est des MGUS. Les MGUS, on ne va pas aller tout le temps nécessairement vers un myélome multiple, mais des fois, ce patient-là aussi, le stress psychologique pourrait être arrivé à ça, les impacts des fois au niveau des assurances, au niveau, tu sais, il y a plein de choses à prendre en considération. Je confirme aussi que le personnel laboratoire médical en ce moment ne serait pas capable de subvenir aux besoins côté temps technique. C'est pas une analyse qui est si longue à effectuer, c'est juste que on n'a pas assez de personnel, comme je mentionnais souvent. C'est même des envois. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes au courant de Optilab, mais Optilab, c'est qu'il y a maintenant des laboratoires serveurs. Donc, exemple, si je prends la Montérégie, ils ont beaucoup de plusieurs laboratoires, mais le laboratoire serveur, je prends lui parce que j'ai vu dans les nouvelles, c'est en train d'être bâti et tout ça. Le laboratoire serveur va être à Saint-Bruno, mais tous les tests vont être envoyés là. Donc là, c'est aussi le côté personnel médicaux, ça serait difficile. Ça serait un petit peu trop, oui, effectivement. Oui, Oui, ben c'est ça, comme tu parlais, il y a d'autres pays qui ont, tu sais, qui ont pris d'emblée de faire comme un espèce de test et de faire un dépistage sur une portion de la population pour voir combien de personnes, tu sais, de façon précoce, exemple 65 ans et plus, faire oui, un dépistage pour voir par hasard est-ce qu'ils ont, tu sais, est-ce qu'ils ont la MGUS. Mais effectivement, c'est, tu sais, de un, ça serait coûteux de faire ça pour une grande portion de la population, mais effectivement, ça apporte des questionnements de, tu sais, on a sûrement beaucoup d'entre nous, la MGUS qui va jamais se développer en myélome, donc exactement. ça apporte de l'angoisse inutile. Exactement. Exactement. Effectivement. Donc, j'ai un beau commentaire dans le fond. Merci pour la belle présentation. C'est important pour les patients, tu sais, d'être conscients, sensibilisés et compréhensifs de votre beau travail. Donc, Merci. merci pour ça. Une question, quelle variation du pic M est significative? Oh, ça, c'est une bonne question. J'aurais pas la réponse exacte parce que je suis technologiste médicale, moi, je suis pas médecin, OK? Donc, j'ai pas la réponse exacte, mais c'est sûr que tout dépend aussi, vu qu'on parle de protéines totales. On parle de, tu sais, dans le fond, quand j'ai montré l'exemple tantôt, dans le fond, je pourrais peut-être le remontrer, mais bref, tu sais, quand je montre l'exemple, si justement votre pic monoclonal, souvent quand on est malade, vous avez un très haut pic monoclonal, mais vous avez une très faible quantité d'immunoglobuline normale aussi. Mais plus qu'on guérit, plus que ça se balance. Tu sais, votre système immunitaire va recommencer à se bâtir. Mais la façon de quantifier le pic, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de sites qui vont mesurer de haut en bas. Donc, je compte aussi un peu le fond polyclonal derrière ça. Donc, c'est difficile à dire, c'est difficile à déterminer comment que ça veut dire que c'est significatif. La marge d'erreur est difficile à déterminer. Puis aussi, la- le nombre de personnes qui quantifient le pic. Tu sais, si je pense, c'est pas toutes des biochimistes, mais la plupart du temps, c'est des biochimistes qui vont quantifier le pic au Québec. Mais justement, l'œil, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu sais, l'œil pourrait être différent pour un ou pour un autre. Fait que c'est pour ça que quand on prend de haut en bas, la marge d'erreur est moins grande que si je prenais juste le petit pic. Que là, faudrait que je l'explique en dessin, ce serait difficile, mais c'est juste de comprendre la marge d'erreur elle peut des fois être variable. Fait que c'est plus l'image du pic et avec, tu sais, le reste aussi, tu sais, si jamais l'albumine ou ainsi de suite, tu sais, dans le fond, c'est les protéines totales aussi du corps humain que faut baser le même principe. Il faut comparer des pommes avec des pommes, si ça Tantôt, tu répond à la question. parlais, oui, ben, c'est sûr qu'on peut pas aller tout dans le détail du détail. Je pense, chaque corps de métier, si on veut, a son expertise, mais merci pour la clarification, de ton côté. Tantôt, tu parlais de MRD. Je veux juste m'assurer, qu'à la maison, on est en connaissance de cause avec tous ces acronymes. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de la MRD? Certainement, la maladie résiduelle, dans le fond, ça, c'est quelque chose qui s'en vient énormément. Mais en ce moment, la maladie résiduelle peut juste se calculer sur votre biopsie de moelle osseuse. Et donc, pour en avoir fait, je vous confirme que je comprends.
Moi, je dormais pas la veille. Mes premières fois que j'ai fait des biopsies de moelle osseuse, j'étais tellement nerveuse d'aller faire ça. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile à faire pour tout le monde. Puis effectivement, c'est la seule façon de le calculer. Puis justement, étant donné que c'est tellement invasif, on peut pas en faire 50 dans une année. On s'en fait faire une par année et on espère ne pas en faire d'autres, même on veut en faire moins qu'une par année. Donc, c'est difficile de voir la maladie résiduelle, dans le fond, c'est de voir quand est-ce que vos plasmocytes dans votre moelle osseuse, étant donné que tout se fait dans la moelle osseuse, je veux essayer de trouver les cellules. Puis quand je vais passer ça dans un cytométrie de flux, qui va être plus performant encore que celle qu'on a actuellement pour l'hématologie, par exemple, mais je vais trouver votre plasmocyte malade et je veux qu'il y en ait moins de 1 fois 10 à la 5, donc moins de 100 000. C'est à ce moment-là qu'on va dire que vous êtes MRD négatif. Si on voit une cellule, à ce moment-là, votre MRD va être positive. Et malheureusement, c'est ça, c'est dans la moelle. Plusieurs complications pour ça. Invasif, il peut avoir risque de mauvais prélèvements. Hémodilution aussi, qui peut faire un faux résultat, qui pourrait faire des résultats erronés. Il y a des traitements qui s'en viennent dans le sang. C'est vraiment très prometteur. Ça regarde bien. C'est juste que malheureusement, en ce moment, il y a des traitements, il y en a que c'est pas des traitements, excuse, des analyses. Il y a des analyses hors Québec qui pourraient être envoyées, que c'est dans le sang. C'est fait par spectrométrie de masse. Et là, dépendamment de comment que ça fonctionne, mais je sais que lui que j'ai vu, moi, dans le fond, c'était la spectrométrie. Première des choses, il faudrait comme envoyer le sérum quand vous avez environ 2 grammes par litre. Ça fonctionne quand même. On envoie le sérum et là, ils vont aller chercher en coupant juste la partie, tu sais, je vous parlais de la partie, l'épitope qui est amovible, qui est différent des autres. On va aller chercher votre empreinte digitale, on pourrait dire, de votre immunoglobuline malade. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y en ait dans votre sang. Donc, vous ne pouvez pas être MRD négatif pour pouvoir commencer ce test-là parce qu'il faut avoir, tout d'abord, vous identifier, on pourrait dire comme un code barre. Et ensuite, fait que ça, c'est une machine de très haute précision, que c'est quand même assez dispendieux. Mais c'est pour le suivi de tout ça qui pourrait être moins pire qu'à ce moment-là, lui, le suivi, votre code barre est connu, on recherche seulement le code barre. C'est de connaître le code barre qui est très difficile, mais une fois qu'il est connu, à ce moment-là, ça pourrait passer dans la spectrométrie de masse et on pourrait voir. Donc, chaque patient aurait lui-même un peu son réactif personnel. Parce que ça, c'est la question très populaire. Est-ce qu'on va réussir à éliminer la biopsie de moelle osseuse? Pas Effectivement, très c'est mon agréable. souhait. C'est honnêtement, en tant que technologiste médical aussi, c'est mon souhait. Puis, tu sais, vous regardez, je trouve que ça a beaucoup de coûts, malgré que les autres coûts aussi de laboratoire peuvent être grands, mais il ne faut pas oublier le coût personnel que ça coûte. C'est ça que je pense la société pourrait être rendue là, dans le fond, le gouvernement, en disant ça, là, de vérifier justement le coût. Combien que ça coûte mon hématologiste qui fait la biopsie, mon technologiste qui l'assiste, les envois, tu sais, tout le tralala alentour versus une, un prélèvement sanguin qui est envoyé tout simplement. Tantôt, tu nous parlais que les technologistes ne dorment pas. Donc, j'imagine que il y a 3 quarts de travail, puis il y a toujours une relève. Donc, merci pour le beau travail. C'est sûr que nos patients, ils sont toujours dans l'attente de leurs résultats, mais sachez à la maison qu'il y a un gros effort qui est fait pour que ce soit fait dans des temps toujours records. Donc, la prochaine question, pouvez-vous me dire combien de temps on doit planifier entre le rendez-vous de la prise de sang d'un patient qui est atteint de myélome multiple et le rendez-vous avec l'hémato-oncologue? C'est-à-dire combien de temps ça prend pour que l'analyse de sang, une fois qu'elle est rendue au labo, dans le C'est fond? très relatif parce que, comme je disais, dans le fond, tout dépend de où ce que vous faites prélever. Tu sais, dans le fond, certains sites, ils vont envoyer le spécimen. Ensuite, ce spécimen-là, des fois, va être fait à tous les jours, des fois non. Et ensuite, si justement, il faut faire une immunofixation, s'il faut faire un test supplémentaire pour le suivi, je dirais que c'est plus rapide, mais des fois, quand c'est pour le dépistage, ça peut être plus long. Puis ensuite de ça, fait que c'est vraiment, ça peut être long quelquefois. J'ai Puis c'est la transmission des résultats aussi, c'est là que je voulais en venir, c'est vrai. La transmission des résultats, croyez-le ou non, c'est encore des fois par fax ou même par courrier. C'est vraiment assez archaïque. Donc, si vous faites prélever, je ne sais pas, moi je dis en Gaspésie, mais que vous allez voir votre médecin, je ne sais pas, à Rimouski, ou, tu sais, je donne des exemples comme ça de très éloignés, mais le temps que tout se rende, ça peut être long. Heureusement,
Il y a, heureusement et malheureusement, il y a des pour et des contre à cette situation, mais il y a ce qu'on appelle le fameux SIL provincial. Qu'est-ce qui est le SIL? C'est le système informatique du laboratoire. Et éventuellement, dans un futur quand même assez proche, il y a beaucoup de sites qui sont maintenant connectés avec le SIL provincial. Tout le monde va avoir les résultats de tout le monde. Donc, même si votre test, si votre médecin est à Saint-Hyacinthe, mais il ne fait pas le test, mais il pourrait voir les résultats de Charlemagne, par exemple. Donc, avec le SIL provincial, ça pourrait être fait. Maintenant, ça va être, tout va communiquer plus facilement Un avec le peu SIL comme mon provincial. compte santé là, au Québec, là, où est-ce qu'on a accès Exactement. à tout. Oui, exactement. Exactement, ça aussi, ça s'en vient. Donc, tu sais, ça va devenir de mieux en mieux. Pour l'instant, je vous dirais, fiez-vous à ce que votre hémato-onco vous dit, étant donné qu'eux, ils savent les délais de temps-réponse qu'ils ont aussi là, avec certains centres. Je vois le temps qui avance. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour Moi, j'ai des plein de questions? minutes. Oui, moi, Super. j'ai tout mon temps. OK, parfait. Donc, on va continuer l'enregistrement. S'il y en a qui doivent quitter, libre à vous de revoir l'enregistrement à un autre moment. On va continuer avec les questions. Merci beaucoup, Valérie. Euh, donc, est-ce que le test d'électrophorèse des protéines est un test très précis? Par exemple, quelqu'un qui depuis 5 ans, on voit des traces de IgA, puis là, oups, on voit aucune trace d'un test à l'autre. Ça a l'air de varier. Est-ce que ça se veut très précis? Les IGA sont un peu plus compliqués parce que eux, ils vont migrer la plupart du temps. Tout dépend de où migre ta protéine et de ton fond polyclonal. C'est pour ça que des fois, c'est plus facile à voir, d'autres fois, c'est moins facile à voir. Euh, les IGA, malheureusement, aussi migrent dans la région, la plupart du temps, dans la région des bêta-2. Puis les bêta-2, eux, il y a d'autres protéines que les immunoglobulines qui migrent là. Donc, quand ton immunoglobuline elle migre dans la zone des gamma, c'est plus facile parce qu'il n'y a que des immunoglobulines qui migrent là. Tandis que la zone des bêta-2, des fois, ça peut avoir l'air d'un pic aussi et c'est difficile, c'est plus difficile. Même des fois, on la quantifie pas là, dans les zones des bêta-2 parce que c'est plus difficile dans cette région-là, étant donné qu'il y a d'autres protéines qui sont là aussi, qui sont présentes dans cette zone-là que des immunoglobulines. Justement, pour compléter cette question-là, quand on parle de précision puis de lecture par les technologistes et tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle peut être quelque chose qui est utilisé pour l'interprétation des analyses? C'est en développement, effectivement. Il y a plusieurs trucs qui sont en développement pour ça, c'est certain, oui. OK. Euh, En combien de temps se font les analyses? Je pense qu'on a pas mal répondu à ça tantôt. Et- Je dirais qu'il y a beaucoup de choses des biochimies, c'est fait quasiment le jour même, aussitôt qu'ils ont l'échantillon. Tu sais, tout ce OK. qui arrive des CLSC, le glucose, tu sais, tout ce qui est des choses de base, c'est fait le jour même. Les formules sanguines, c'est fait le jour même. Ce qui est vraiment plus, des fois plus long, c'est les derniers que j'ai parlé, donc les électrophorèses des protéines ou les chaînes légères libres. Ceux-là, des fois, ça va être dans des départements plus spécialisés. Ouais, je pense qu'ils en font comme peut-être 100 par jour, C'est quelque ça, ils chose comme vont ça. Fait que c'est quand batcher, même exactement. limité. OK, parfait. Quand on participe à un protocole de recherche, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus de tests en laboratoire? Oh, ça, j'ai aucune réponse à cette question-là. Je suis désolée, je ne le sais pas. Ma, Mon idée serait que non, de base, vous devriez avoir les mêmes tests, mais peut-être plus fréquents pour voir justement l'évolution, comment ça va. D'où justement, si on pouvait faire la MRD dans le sérum, ça serait magnifique pour justement tous ces projets de recherche-là, de voir très rapidement si c'est un bon produit ou non. Mais sinon, je pense que tout serait dans le normal ou plus souvent. Tantôt, tu parlais que c'est pas tous les hôpitaux qui font tous les tests. Parfois, c'est envoyé à l'extérieur. Je peux penser aux régions éloignées. Là, on parle d'un hôpital de Sacré-Cœur qui est à Montréal, qui est quand même très local à Montréal. On s'attendrait à avoir tous les services disponibles. Or, la personne ici mentionne que certains tests sont envoyés à Maisonneuve-Rosemont. Puis là, ben, ça rallonge un petit peu les délais. Pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, ça serait le cas? Écoute, je vais y aller, c'est vraiment, ça dépend, parce que dans le fond, tout ça, c'est gouvernemental encore avec Optilab et ils ont fait des choix. La plupart des hôpitaux, par contre, les gros hôpitaux, là, je parle Sacré-Cœur, Maisonneuve, justement, le CHUM, c'est quand même des gros hôpitaux. Eux, ils en font beaucoup.
Ils en font beaucoup d'analyses. Ce qu'ils ne feraient pas, ce serait peut-être les trucs plus spécialisés, style génétique ou des choses comme ça. Peut-être les chaînes légères libres, j'hésite, je ne le sais pas pour celui-là, mais c'est vraiment la plupart des tests à Sacré-Cœur, c'est quand même un gros hôpital, ils en font beaucoup, mais c'est plus dans les régions éloignées que là, ça va être des envois. Mais il faudrait que j'ai pas travaillé à Sacré-Cœur, malheureusement, fait que je pourrais pas dire, mais je le sais qu'ils en font, eux, quand même. Les électrophorèses des protéines, par exemple, je le sais qu'ils font. Super, merci. J'ai une question. Tantôt, on a vu, tu nous as montré un exemple là, avec le daratumumab qu'on pouvait voir dans le fond une bande. Quand on parle plutôt, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Parfois, on est comme limité de ce côté-là, côté traitement. Ça ne veut pas dire que tu as les réponses à tout, mais quand on parle plus du isatuximab, est-ce que, comme le daratumumab, ça joue sur le taux d'immunoglobuline? C'est la même chose, c'est juste qu'il va migrer à un endroit différent. Dans le fond, le daratumumab, je voulais montrer une ligne à la fin des gammas. Puis l'isatuximab, lui, c'est un IgG kappa aussi. Donc, il va être positif dans l'électrophorèse des protéines et il va être positif dans votre IgG kappa, mais il va être plus au-dessus. Il va être justement plus au début des immunoglobulines, des gamma-globulines dans la zone des gamma. Puis c'est un traitement, je savais qu'il existait, mais j'ai jamais vu encore. Tu sais, c'est ça, moi, j'arrive de la banque de sang, puis quand les patients étaient sous protocole de daratumumab, il fallait faire un phénotype complet des érythrocytes. Mais j'avais pas vu de patients sous isatuximab. Mais je pense que ça aussi, c'est un autre médicament qui a l'air de bien montrer des bonnes choses. Super. J'aimerais remercier notre petite infirmière en chef qui est en ligne en ce moment et qui répond un petit peu là, pour des notions un peu plus spécifiques sur la MRD. On peut le voir, là, tout le monde a accès à la portion commentaire. Donc, merci Nathalie qui est en ligne. Et d'autres questions, en fait, c'était pour le webinaire de ce soir. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début, sur myelome.ca, quand vous allez dans la bibliothèque de ressources, vous pouvez accéder à un petit bouton pour aller directement à la chaîne YouTube. Sous peu, là, dans les prochains jours, ce webinaire-là va être accessible. Donc, vous allez pouvoir revoir l'information. C'est sûr que quand on touche toutes les notions un peu plus techniques et scientifiques, c'est beaucoup à absorber. C'est très intéressant, par contre. Puis, j'aimerais, dans le fond, te remercier, Valérie. Je pense qu'on va clore pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions qui viennent après coup, ça va me faire plaisir de les adresser à Valérie puis de faire le pont. Donc, n'hésitez pas, kgravel@myelome.ca. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je vais m'assurer que toutes vos questions soient répondues. Si vous avez besoin de plus d'informations, aussi, on a un infoguide sur comprendre votre formule sanguine. Ça pourrait être bien pour venir compléter, dans le fond, toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Valérie, de Merci ton à vous. temps. J'espère que c'était pas trop. J'ai essayé d'être le plus simple possible, mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est intéressant de voir, tu sais, les photos, les images, de voir votre lieu de travail, voir comment les choses sont faites. On va jusque, tu sais, la couleur des bouchons. On se demande, bon, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça, en plus de leur fonction, j'imagine, ça empêche de faire un nombre d'erreurs inimaginables. Effectivement. Donc, fait que Il faut lire les étiquettes, mais quand même, effectivement, que la couleur du bouchon nous guide énormément. de nombreuses fonctions avec tous les tests qui sont faits. Donc, super intéressant. Merci beaucoup. Puis, Merci à vous. j'invite tout le monde, dans le fond, à joindre le prochain webinaire. Merci beaucoup, Valérie. Je souhaite à tout Merci. le monde une belle soirée. Bye bye.